Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M à l'émission Porte-Parole. C'est quoi Porte-Parole? Ben, avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Alors, au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Lisanne Richard, bonjour. Allô? C'est le fun de te voir. Ben, c'est vraiment le fun. Et quel beau thème musical et quelle belle introduction. Ben écoute, je te le dis, je me suis gâté. C'est une de mes compos basée sur une chanson de mon père que j'ai remixée. J'ai pris des portions instrumentales de La Scène. C'est le titre de la chanson. La Scène, la vie, l'amour, la mort. C'est ça le titre qu'il avait composé avec Marcel Lefebvre. Et j'avais fait un remix il y a à peu près 15-20 ans de ça. Puis, à un moment donné, la veille de notre tout premier studio, je réalise que j'ai pas de thème de musique pour notre émission. Puis là, je fouille et j'écoute différents thèmes que j'avais composés. Puis, je suis tombé là-dessus. Je l'ai proposé à Mathieu, notre metteur en ondes. Puis, on a tous les deux dit, oui, c'est ça. Et ça va être ça. Puis, c'est ça depuis après la première saison. Alors, tu es dans notre deuxième saison. Merci d'avoir accepté, mais je t'avais vraiment imaginé comme invité, même l'année passée, parce que c'était ta toute première année comme porte-parole au défi sportif. Tu avais été ambassadrice il y a 2 ans, mais là, tu es une vraie porte-parole. Mais pas tout à fait. Non? Comment ça? Je commence mal. Mais l'an passé, j'étais ambassadrice. C'était ma première année comme ambassadrice. Puis là, on discute. Là, ah oui? Mais je suis impliquée dans beaucoup de causes, et dont le défi sportif, évidemment. On va faire le tour de tes différentes implications, mais dans ma tête, je te voyais tellement aller au défi sportif, comment c'était un fit. Tu sais, le défi sportif Altergo, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est la célébration de la différence à travers le sport pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Tu sais. Puis il me semble que c'était un fit parfait pour toi. Alors, tu sais, tu es sollicité, hein? T'es une athlète reconnue mondialement, t'es une plongeuse de haut vol, tu fais des records du monde à chaque semaine quasiment. Puis là, on t'a quand même invité au défi sportif Altergo pour être invitée, ambassadrice et maintenant porte-parole. Pourquoi t'as dit oui? Ben, en fait, je pense que c'est comme si toutes les choses qu'on fait, là, moi, je cherche à faire des choses extraordinaires, souvent dans des exploits plus nichés, mettons, dans mon sport, mais tout ça, le but premier est d'être invité dans des événements, dans le sens de tout ce que je fais, c'est pour l'humain. J'ai envie d'inspirer l'humain, j'ai envie de faire du bien, puis mon cadeau à moi, c'est lorsque la notoriété acquise dans mon domaine me donne des invitations comme celle-là, puis c'était tellement beau. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est aussi que je suis allée à multiples occasions. Là, j'étais supposée d'aller juste une journée, puis finalement, j'étais allée 3 jours, puis on s'est vus, puis on a co-animé aussi. C'était le fun, c'était beau de te voir aller. Mais cet événement-là en particulier, ça me touche vraiment. C'est tellement grandiose, le dépassement de soi là, que ces jeunes-là vivent. Puis leur détermination. Puis tout ça est dans le plaisir. On n'est pas dans le résultat. Tu sais, c'est drôle parce que c'est comme si moi, ma quête des résultats me permet d'atteindre certains objectifs, mais mon objectif ultime, c'est jamais le résultat. C'est juste que pour moi, le résultat est un moyen d'atteindre d'autres objectifs. C'est que toi, sans faire de jeu de mots, ton résultat est un tremplin pour d'autres projets, pour d'autres défis. Sauf qu'au défi sportif, le résultat ne compte pas parce que ces jeunes-là sont souvent juste dans l'instant présent, ils sont dans le ludique, on s'amuse. Ça, c'est pas nécessairement ça que tu vois dans tes compétitions mondiales et internationales. Je suis sûr qu'il y a des athlètes qui s'amusent, mais ça vient souvent avec des grosses pressions parce qu'il y a des gros commanditaires, il y a des grosses bourses et il y a aussi des gros risques. Oui, bien, c'est certain que le risque dans mon sport amène une obligation d'être vraiment très sérieux puis 100% concentré. Donc, le plaisir s'exprime différemment. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir avant de plonger. J'ai de l'air super sérieuse. Puis c'est rare dans ma vie que j'ai l'air sérieuse. Mais avant de plonger, je suis quand même en train de savourer le moment présent. Mais ce qui m'a vraiment le plus touchée au défi sportif, c'est toute cette ambiance-là. Il y avait presque quelque chose de ludique aussi, là, de
et de rassembleur. Là. Dès que quelque chose est rassembleur, moi, ça me va comme droit au cœur. Là. C'est pas pour rien qu'on vit en société. Les humains, on a besoin de s'entraider, on a besoin de vivre des choses ensemble. Fait que c'était vraiment juste du beau. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte d'y retourner. Ça s'en vient. On le refait. Dans quelques mois, on va être là. Mais c'est pas la seule implication parce que je me suis amusé à taper ton nom, Lisanne, avec un Y en passant. Lisanne Richard, tu tapes ça sur Google, n'importe quel engin de recherche, puis tu check, mettons, porte-parole, ambassadrice. Et il y en a beaucoup. Il y a la Fondation Santé au Richelieu. Il y a évidemment le défi sportif. Récemment, Dr. Clown. Oui. La Fondation du Dr. Clown. Tu es évidemment impliqué dans ton sport avec le championnat mondial de plongeon de la FINA. Et tu as aussi, pour la santé mentale, le défi Douglas, de l'hôpital Douglas. Pourquoi ça fait un bout de temps. C'était des implications par période, je dirais, mais c'est clair que la santé mentale, ça me touche énormément. Pourquoi? Déjà, moi, dans mon processus, il y a eu des moments où ça a été plus difficile, mais j'ai toujours eu la chance d'être bien entourée, donc j'ai jamais eu de période trop... j'ai pas eu besoin d'être hospitalisée ni rien, mais j'ai quand même eu des enjeux liés à l'image corporelle, à l'alimentation, des périodes qui auraient pu peut-être devenir des dépressions, mais j'ai eu du soutien adéquat. Puis j'ai 3 enfants, puis mon plus vieux a eu des périodes aussi quand même plus sombres où ça a été plus difficile. On est allé chercher les ressources, mais j'ai quand même constaté que c'est parfois difficile. Déjà, quand les gens ne filent pas, se rendent jusqu'à aller chercher la ressource, c'est pas tout le monde qui va arriver à le faire. C'est pas notre premier réflexe d'aller chercher de l'aide. Vraiment. Puis en plus, lorsqu'on a de l'aide, lorsqu'on est capable d'aller en chercher, c'est pas toujours non plus disponible, malheureusement. Donc, c'est ça. Fait que dès qu'on touche à la santé mentale, qui est tellement fragile, parce qu'une maladie plus physique, là, mettons, là, je veux dire, t'as un bras cassé, c'est visible. C'est pas une maladie, mais je veux dire, c'est une condition de santé fragile. Ben oui. C'est visible, on est capable d'avoir des soins rapides, puis c'est moins... ça porte moins place à l'interprétation, puis tout ça. Mais quelqu'un qui a une blessure de l'âme, ça peut être même bien plus grave qu'un bras cassé. C'est pas tabou, un bras cassé. Oui, une c'est fracture. ça. Mais quelqu'un qui souffre de bipolarité, de schizophrénie, ou même, comme tu disais, tu sais, t'es un sport, quand tu fais du plongeon, si tu vas aux Jeux olympiques, t'es un sport jugé pas juste par ton plongeon, mais on regarde comment t'es habillé, de quoi t'as l'air. T'es très peu habillé. Déjà là, mais si t'es très peu habillé, ça veut dire que tu laisses beaucoup paraître ton corps. Ouais. Donc, cette obsession-là corporelle, tu y as goûté toi aussi. Ah, vraiment? Et ton corps est jugé. Avant même de faire ta performance sportive, les juges te voient physiquement, puis ça fait partie de la note qu'ils vont te donner. Pour vrai, c'est beaucoup plus difficile pour une athlète qui n'a pas la composition physique considérée comme idéale pour le sport d'aller chercher la note de la perfection, par exemple, que pour une athlète dont tu vois juste la posture, le gabarit, les muscles, puis tout ça. Donc, il y a déjà, en partant, notre image est jugée avant même d'être en action. Est-ce que toi, tu aurais bénéficié parce que n'importe qui te voit, tu es une très belle fille, tu parais bien, tu as des belles mensurations, tu as un physique parfait pour avoir une bonne note en partant. Est-ce que tu penses que tu as eu des bonnes notes, justement? Oh mon Dieu, c'est un beau compliment. Mais non, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas le bon gabarit pour mon sport. Déjà, en partant, moi, j'étais maman avant d'être athlète professionnelle. Fait que j'ai plus de hanches que les autres filles. Puis c'est un enjeu même sur la force de l'impact de l'entrée à l'eau. Les femmes, tout court, là, dans mon sport, on prend beaucoup plus l'impact raide sur notre corps parce qu'on touche à l'eau les pieds joints, flex. Ouais. Donc là, on prend l'impact sur les pieds. Mais le souhait, c'est que tout le corps tombe dans le trou qu'on a créé avec nos pieds. Mais les femmes, notre V est plus large directement aux hanches comparativement aux hommes. Ça s'en va en V vers les épaules, donc ils prennent l'impact un petit peu moins solidement parce qu'il est plus réparti. Mais moi, j'ai plus de hanches que toutes les autres athlètes, toutes mes rivales, dans le fond. Mais le fait que j'étais une maman, moi, je tombais enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans, fait que déjà, j'ai eu mon bassin de femme tôt. Puis, mais tu parais bien, Lisanne, tu as un beau visage, tu as un beau sourire. Je veux dire, les commanditaires doivent être très contents d'être associés à toi, tout comme les causes avec lesquelles tu t'impliques. Donc, je me demande s'il n'y a pas une part positive et si oui, ça vient avec une pression de ne pas t'en les dire puis de faire attention encore plus.
Ah, c'est sûr qu'il y a une pression d'apparence. Puis, on a parlé de ma carrière sportive, mais avant ça, moi, je suis artiste de cirque professionnel. Mon bagage scolaire, c'est l'École nationale de cirque. Et puis, j'ai travaillé au Cirque du Soleil longtemps. Puis là aussi, on avait une pression d'apparence. Hein. Au cirque, on reçoit des bulletins. Ça, c'est une des choses que les gens ne savent pas, mais on a des bulletins à chaque trimestre, peut-être, sur comment on prend soin de notre costume, mais comment on prend soin de notre corps aussi. C'est important qu'on rentre dans notre costume. Les costumes valent vraiment cher, faut pas... Le costume de quoi tu portais? Ça dépend lesquels, mais on a des numéros qu'on est tous en lycra, comme par exemple dans mon numéro de Roussire, moi j'étais un alien tout en lycra. Fait que là, il fallait que dans le lycra, même après le mois de vacances, ça ait de l'allure quand même. C'est assez ajusté, hein, du lycra? Ah oui, vraiment. Mais c'est confortable. Okay. Mais quand même, toute ma vie, j'ai eu plus de difficultés avec mon apparence physique que maintenant. Mais de toute façon, maintenant, c'est vrai que je prends soin de mon corps, je suis en santé. Puis pour une femme de mon âge, j'ai un super gabarit, là, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est que rapidement, j'ai été conscientisée à l'importance de l'image corporelle, puis ça m'a fragilisée. Parce que j'étais toujours en quête d'être parfaite. Dans tout ce que je faisais, moi, je performais super bien à l'école, je performais super bien dans le sport. À l'école de cirque, même, j'étais coup de cœur du jury en sortant de l'école. J'ai toujours... j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès en travaillant fort tout le temps, mais l'image corporelle, même si tu travailles super fort, je pourrais jamais... Moi, je mesure 5 pieds 2, je ne vais jamais mesurer 5 pieds 4, là, même si je travaille super fort. Donc là, c'est comme si c'était une pression extérieure que j'avais beau faire de mon mieux. Je pouvais pas nécessairement atteindre l'objectif que je me serais donné. Donc, ça fragilise beaucoup la santé mentale, l'image corporelle. Même chez les hommes, on en parle de plus en plus, mais déjà chez les femmes, ça fait un bout de temps qu'on en parlait. Puis dans des sports, justement, esthétiques comme le mien. Oui, et dans ton entourage, si tu reviens à l'école de cirque, je pense que je t'avais déjà entendu parler de ça, justement, que une des raisons de ton implication de la santé mentale, c'est qu'il y en a des artistes du cirque, du sport qui craquent. Il y en a beaucoup parce que déjà en partant, quand on a une âme artistique, en général, ça va avec certains traits de personnalité comme une sensibilité. On est plus émotif, puis c'est une force en tant qu'artiste. On est capable de mettre ça sur scène, on est capable de partager sur scène. On vit vraiment des choses intenses, en général, quand on a envie d'être artiste et artiste de cirque inclusivement. Donc, en partant, on est des êtres plus sensibles, fait qu'on peut être plus fragile. En partant, c'est bizarre aussi, mais dans cet univers-là, on est en quête d'approbation, on est un peu en quête d'amour. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir, mais on s'attend à recevoir de l'amour. Fait qu'on est comme, des applaudissements, Fait qu'on est vulnérable parce qu'on donne tout, on s'investit, puis on est très vulnérable dans ce milieu-là et c'est un milieu où on s'impose une hygiène de vie vraiment stricte, un plan alimentaire, des plans d'entraînement. Il faut se reposer, il faut faire 10 shows par semaine. C'est vraiment un milieu très, très, très strict. Puis en général, les artistes y arrivent parce qu'on est super vaillants, mais tout à coup, du jour au lendemain, ta tournée est finie, tu n'as plus un standing ovation à tous les soirs. Il y a vraiment beaucoup de moments où il y a plusieurs artistes de cirque qui craquent. Puis c'est aussi un cercle vicieux, là, un cercle d'attention, de voyage, une vie qui est comme un peu... qui n'existe pas dans d'autres... hors normes. Oui, vraiment. Puis tout à coup, ça fait quand même partie aussi de la vie de l'artiste de cirque de tout à coup retrouver le quotidien, mais c'est vraiment difficile d'être satisfait à travers le quotidien quand tu as vécu des choses tellement immenses, là, cette quête-là. Pour avoir côtoyé des artistes du cirque, il y en a qui sont allés en thérapie. Je nomme pas de nom, mais des gens qui ont développé des problèmes de dépendance parce que tu vis des gros highs, des rushs de dopamine combien de soirs par semaine, même à l'entraînement, et ça peut créer un vide. Donc ça aussi, tu connais ça, cette espèce, pas toi personnellement nécessairement, mais tu l'as côtoyé, ça, des gens qui souffraient d'addiction. Oui, puis cette quête de sensations fortes, puis il y a une quête de rendre chaque moment unique. Il y a vraiment plein de raisons qui peuvent justement faire que des gens tombent là-dedans. Également, en cirque, on a souvent des blessures. Donc, on a souvent de la médication parce qu'on a à retourner rapidement sur la scène quand même. Fait qu'il y a des dépendances qui commencent par ça aussi. Là. La dépendance à de la médication tellement forte qui fait que t'as pas mal, mais là, tu continues, tu guéris pas, tu as toujours besoin de ta médication, puis ça s'enchaîne. Là. Des fois, c'est vraiment difficile d'arrêter, puis là, ça tombe sur d'autres types de médications. Là. Qu'est-ce qui fait que tu penses avoir été immunisé de ça? Parce que tu dégages une fille qui a une belle joie de vivre, tu es quand même maman, 3 enfants, comme tu le dis, tu es en couple, ta carrière va bien, tu as des beaux projets. Tu sembles avoir été immunisé à tout ce que tu viens de décrire.
Mais j'ai quand même eu des moments tough, mais je pense que j'étais... En fait, moi, je pense que d'avoir été maman tôt, ça m'a comme sauvée de tout. Parce que, pour vrai, j'ai appris à faire du haut vol avant de devenir maman. Puis à ce moment-là, j'avais pas de limite. Moi, j'aurais pu continuer à prendre des nouvelles figures, aller de plus en plus haut, jusqu'à me tuer. Là. J'avais aucune responsabilité, il y avait que moi et tout. Puis là, je suis devenue maman. Puis là, je me suis dit, OK, je veux continuer, je tripe sur le haut vol, je veux continuer ma carrière d'artiste de cirque. Il faut que je le fasse intelligemment parce que maintenant, il y a des gens qui dépendent de moi, puis il y a un impact réel, concret sur la personne qui compte le plus pour moi. Lucas, c'est mon plus vieux, qui va avoir bientôt 22 ans. Wow. Mais dans le fond, c'était tout à coup quelqu'un de plus important que moi. C'était comme une nouvelle réalité là, dans ma vie et tout. Donc, cette responsabilité-là a toujours fait que j'ai su mettre les warnings au bon moment. Mais j'ai quand même eu une blessure grave en 2017. Puis, justement, là, j'avais de la médication super forte. Puis, rapidement, je suis retournée consulter. Puis, j'ai dit, je pense pas que c'est bon pour moi, ce type de médication-là. Je pense que ça m'a donné des antennes un peu, d'avoir beaucoup de responsabilités. Puis, de les prendre à cœur, ces responsabilités-là, ça m'a évité. Puis aussi... En tournée, c'est facile de tomber aussi dans toutes sortes de drogues. C'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'accès à des lieux particuliers, des gens. Là, tu sais, les acteurs d'Hollywood viennent nous voir backstage. Il y a toute cette folie-là. Mais moi, le lendemain matin, je me levais tôt puis je faisais l'école à Lucas avant de retourner faire les shows. Fait que je pouvais pas autant partir sur le party parce que sinon, c'était bien trop difficile de concilier avec le reste de ma vie. Donc, cette discipline-là imposée par les autres volets. Il n'y a jamais eu juste le cirque ou juste la compétition de haut niveau où il y avait toujours une priorité qui était autre. Fait que je pense que ça m'a aidé à rester groundé. Tu avais des ancrages dans la réalité et qui allaient plus loin que juste tes petits besoins ou ta tête folle qui aurait pu s'envoler avec des vedettes puis des gens qui ont de l'argent parce qu'on l'a vu, on le connaît ça et c'est profondément humain, mais toi, ce qui t'a probablement préservé, c'est ça, c'est ton rôle de maman, mais tu avais la responsabilité parce que on en connaît des pères puis des mères qui perdent le contrôle dans leur vie pareil, mais pas toi. Oui, bien peut-être que le fait ce type de tempérament-là, de toujours chercher l'excellence, des fois, c'est lourd là, à porter parce qu'on dirait que des fois, je pourrais prendre ça plus cool, là, puis arriver à quelque part, puis être moins préparé, puis il n'y aurait même pas de différence sur le rendu final. Là, parce que mes forces sont même pas dans ma préparation, elles sont dans ma présence, puis ma façon d'être dans le moment présent, justement. Mais fait que cette exigence-là que je me suis tout le temps donnée envers moi-même est difficile à porter. Des fois, ça a des enjeux. Je suis plus susceptible que d'autres personnes de tomber en burn-out parce que je m'investis tellement à chaque fois que je fais quelque chose. Ouais. Mais en même temps, c'est une exigence que je me donne dans tous les aspects de ma vie. Donc, c'est ce qui fait que j'ai gardé l'équilibre parce que je me donne l'exigence d'être une excellente mère. Tu as une discipline. Ta discipline de mère, ta discipline d'athlète, mais ta discipline de femme à travers tout ça. J'aime beaucoup l'image, peut-être que tu as une patte dans les airs, mais tu en as une sur terre aussi. Tu as un bel équilibre des deux, j'ai l'impression. Oui. Puis ça, je pense que je l'ai... Pour moi, là, quand je suis devenue maman, je ne me connaissais pas encore. Donc, j'ai comme continué de définir qui j'étais avec ce volet-là hyper important. Fait que ça a vraiment... Ça m'a permis aussi d'être la meilleure au monde dans mon sport parce que j'étais celle qui ne pouvait pas se permettre de marge d'erreur. Je ne pouvais pas me faire mal puis revenir à la maison puis avoir mal. La façon de ne pas se faire mal, c'est de faire un excellent plongeon. Puis quand tu fais un excellent plongeon, ben, tu gagnes. T'sais. Fait que c'est comme si tout... C'est vrai. C'est ça. Tout ce que je pense vraiment, en fait, ma plus grande reconnaissance, c'est d'avoir eu Lucato dans ma vie. Puis même si je suis plus en amour avec le papa aujourd'hui, je suis quand même en amour avec bien des aspects de ma propre personnalité. Puis ça, c'est grâce au papa puis au fait qu'on a fait Lucas ensemble puis qu'on l'a... Ben, c'est ça. En même temps que de porter Lucas à l'âge adulte, je me suis portée, moi, à l'âge adulte aussi, au fur et à mesure. Puis en mesure que Lucas grandissait, toi aussi, tu grandissais de l'intérieur, comme femme, comme personne. Mais explique-moi, comment tu t'es blessée en 2017, toi qui es si prévoyante, disciplinée? C'est un accident? Même pas. C'est ça l'affaire, c'est de l'usure. Mais justement, ça revient à d'autres aspects de moi que je suis quand même une intense. Mais je pense aussi par rapport aux dépendances ou à la santé mentale, mon intensité est bien dirigée. Elle est dans l'entraînement, elle est dans le dépassement de mes propres limites. Donc, elle est dans des aspects qui permettent une santé mentale, en fait, au lieu de déséquilibrer. Mais ma blessure, moi, c'est arrivé avec un plongeon 5 mètres qui était réussi.
Mais c'est juste que j'avais trop d'usure parce que j'avais fait trop de répétitions en cirque de certaines figures, puis trop d'acrobatie directement sur l'asphalte. Parce que dans mes années de cirque, je faisais aussi des buskers, ce qu'on appelle, là, c'est des spectacles dans la rue. Donc ça, c'est des réceptions acrobatiques sur l'asphalte. Ça magane, oui, c'est ça. C'est l'accumulation de ces impacts-là t'ont usé. Exact. Puis là, éventuellement, l'arthrose a créé l'hernie, puis la sténose, puis tout ça, parce que là, il n'y avait plus de place dans mon cou, là, dans le fond, là, avec tout ça. Là, et là, on pourrait dire tomber dans l'eau ou plonger dans l'eau, ça devrait faire moins mal, mais quand c'est 100 quelques mètres, parce que ton dernier gros plongeon, tu l'as fait, c'était-tu à Magog l'été passé? Oui, à Magog. Combien de mètres? C'est 26. Dans le fond, c'est près de 100 pieds. Pas loin de 100 pieds, c'est ça. Fait que Magog, c'était 25-26 mètres. Là, c'est sûr qu'il y a un gros impact. Mais maintenant, c'est plus facile à gérer pour moi que lorsque je faisais les compétitions. Même si je vais plus haut que les femmes vont en compétition, la fréquence de mes plongeons de haut vol est moins rapprochée. Fait que ma blessure m'a permis de me réajuster, là, dans le fond. OK. Là. Tu te donnes des pauses entre tes exploits. Exact. C'est nécessaire. Oui. Donc, pour revenir à ton engagement, j'ai nommé plusieurs causes avec lesquelles tu es impliqué et tu as allumé quand je t'ai dit Dr. Clown. Oui, ben c'est parce que c'est une nouveauté dans ma vie. OK. Mais en fait, ça fait... moi, là, la première fois que j'ai vu des Dr. Clown en action, là, c'était avant 2010. Là. Je pense que c'est 2004, mais c'est peut-être 2007. J'étais déjà artiste de cirque graduée, puis je travaillais, puis... il y avait un événement, puis il y en avait des Dr. Clown présents, dont un ami commun, Maxime Larose. Ben oui, Maxime, c'est un gars de canot-kayak. Oui, je le sais. Moi, je l'ai connu, il était rameur à l'époque. Ben, c'est un gars qui a transféré son intensité puis son besoin de dépassement sportif dans l'art, justement, là, parce que c'est un artiste intense. Là. Moi, j'ai la chance de clowner avec, puis il est capoté, ce gars-là. On le dit clowner? On dit clowner. Oui, c'est drôle, il a un beau vocabulaire. Puis nous, on est des nouveaux-nés quand ça fait pas longtemps à cause du nez. C'est cute. Mais c'est sûr que Dr. Clown, ça me rejoint complètement parce que ça me ramène à mon cœur d'artiste. Parce que là, je suis comme identifiée comme une athlète, mais dans le fond, moi, je suis bien plus une artiste. Puis mes moments que je suis une athlète, c'est l'artiste qui joue à la championne athlétique. C'est ce qui m'a permis de faire mes accomplissements sportifs. C'était vraiment mon âme artistique puis de voir ça comme un rôle. Mais... ça va être quoi ton rôle de Dr. Clown? Ben là, c'est de faire du bien. Puis c'est vraiment cool. Ce qu'on se fait offrir lorsqu'on est chez Dr. Clown, c'est du temps. Puis c'est ce qu'on offre aussi. Parce que dans le fond, on est présent avec des personnes âgées, en résidence de personnes âgées. Puis on est présent aussi dans des centres de soins pour enfants, comme l'hôpital Sainte-Justine. Mais notre clientèle, c'est les usagers, mais c'est aussi le personnel soignant. C'est tout le monde, là. Parce que nous autres, on est là, on est notre clown, puis on est là à offrir tout ce qu'on a à offrir. Mais on est les seules personnes qui rendent visite aux patients qui ne sont pas pressés puis qui n'ont pas une mission. On ne va pas leur donner un médicament, on ne va pas changer un pansement, on ne va pas les transférer d'un endroit à l'autre. On va les voir puis on est avec eux. Donc, on offre du temps. Puis c'est un temps aussi où ils peuvent déconnecter de la réalité. C'est difficile quand même pour les jeunes là, qui tout à coup ont une vie qui est vraiment pas similaire à la vie qu'un enfant doit avoir, qui normalement est pleine de liberté et tout, là, de juste être au quart de tour à travers les soins et tout. Donc là, nous, on arrive puis on est comme un autre espace-temps. Puis on est comme un autre univers. Puis j'ai vraiment l'impression que les gens oublient où ils sont, là, l'espace de quelques instants. Oublient leur mal. Oublient leur mal, rient. Ça fait du bien, là, rire, c'est thérapeutique. Là. Ben, on fait entre autres rire les Dr. Clown, mais on fait s'évader aussi principalement. Puis on arrive avec une poésie, une folie. Mais on ne sait jamais avec quoi on va arriver parce que c'est de l'improvisation. Ben non, c'est Moi, ça, je trouve ça super beau aussi parce que toute ma vie en tant qu'artiste, c'était planifié. J'étais au Cirque du Soleil, je faisais la même chose 10 fois par semaine. Tout était planifié. Dans ma carrière sportive aussi, je sais tout le temps qu'est-ce que je vais faire. Là, c'est un espace de liberté. Là. C'est thérapeutique pour moi aussi, là, pour vrai. Puis, tu as tes références. Tu connais ton clown parce qu'il est basé sur toi de toute façon. Puis moi, ça fait longtemps que je fais du jeu d'acteur. C'est présent, c'est vivant. Je m'en vais juste vivre, là. Mais d'habitude, dans une journée de travail, tu t'en vas, il faut que tu fasses ça. Ben là, moi, oui. j'arrive, puis je fais, on s'en va s'amuser. Puis on s'en va être à l'écoute. Puis on va écouter les perches que les patients ou les gens qui sont avec nous donnent. C'est eux les boss. Nous autres, on les suit finalement. C'est quoi ton personnage? C'est quoi ton nom? Elle s'appelle Boué. C'est Dr. Boué. Mais en fait, on a 2 volets. Parce qu'il y a la belle visite. Ça, c'est comme toute la famille Labelle qui sont dans les résidences de personnes âgées. Donc, moi, c'est Doria. Puis, en Dr. Clown, ça, c'est pour la clientèle plus enfant. Mais là, on a tous un sarrau. Donc, on est tous des docteurs.
Mais moi, je suis docteur Boué. Puis dans la famille Labelle, ça, c'est quoi ce concept-là? C'est que les personnages sont là pour remémorer des beaux souvenirs parce que c'est un des besoins là, c'est un des besoins de l'individu tout court, mais c'est un des besoins aussi des personnes vieillissantes, la beauté. Donc, ça leur rappelle des souvenirs de ces belles années-là. On est tous vêtus, soignés, on est en robe, mais tout ça des années 40, 50, là, pour les ramener à leurs belles années. Donc, on arrive avec une certaine poésie, puis là, naturellement, ils nous voient arriver, ils commentent souvent notre tenue vestimentaire, puis tout ça, parce que ça leur rappelle des souvenirs, ça leur fait du bien. Puis là, ils partent. Honnêtement, c'est eux là, qui prennent possession. Oui, nous racontent des souvenirs. Ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui est présent à les écouter, puis qui a des réactions farfelues. Ça leur fait du bien de se faire surprendre aussi. Puis... Mais c'est vraiment beau. Puis c'est pas... Il y a comme une fausse... je veux dire, il y a différents types de clowns, là, évidemment. Il y a les clowns à ballon, il y a les clowns du cirque traditionnel, puis ça. Mais Dr. Clown, ça s'appelle clown, puis il y a certaines personnes de mon entourage qui ont comme peur des clowns, puis tout ça. Mais nous, on est beau, on est vrai, on est formés. Hein, c'est tous des professionnels. Le processus de sélection est super rigoureux. Il y a plein de gens qui veulent travailler là, puis il y a très peu d'élus pour de vrai. Puis c'est des gens qui ont un bagage de vie, un bagage artistique, une formation. Mais toi, tu le fais bénévolement, tandis que tu peux être employé par Dr. Clown, non? En fait, moi, j'ai des implications bénévoles avec Dr. Clown, comme il y a des campagnes, des choses comme ça. Eux apprécient également de se servir de mon réseau et de ma notoriété. Mais je suis aussi une des salariés de Dr. Clown pour les chiffres de travail. Là, c'est vraiment dépendant. Moi, je suis à quelque part, puis... en général, moi, je suis à quelque part, j'ai une mission, mais j'ai bien de la générosité en plus. Donc, on se sert de tout, là. Mais je suis vraiment une des clowns sur le terrain, là. Donc, tu as une vie compartimentée. Ah oui. Tu n'as pas le choix. Ah oui, mais en fait, moi, de toute façon, les choses que je fais qui me donnent un salaire versus les choses que je fais bénévolement, je m'en rends jamais compte, là. Je veux dire... Il n'y a pas de différence entre les deux. Ah non. Puis mon niveau d'implication est toujours énorme parce que je choisis tout ce que je fais. J'ai la chance de faire énormément de choses variées, mais j'ai la chance de choisir aussi. Puis à toutes les fois que je fais quelque chose, c'est parce que ça m'interpelle avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler et ou d'être bénévole. Tu sais, je travaille pas, là. Tout ce que je fais, j'aime ça. Puis après, c'est des maths, là. C'est sûr qu'il faut quand même m'arriver à faire nos paiements, mais moi, je remplis mon temps, là. C'est surtout ça. Puis c'est pas difficile à remplir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis il y a plein de choses que j'ai envie de faire que je suis obligée de dire non quand je suis ailleurs. Puis c'est pour ça que j'avais pas fait Dr. Clown avant. C'est parce que je n'étais pas disponible. Puis récemment, je me suis dit, OK, il est vraiment temps que je commence ça. Là. Ça fait trop d'années que ça me trotte en tête. Là. Puis là, t'es là. Là, je suis là, mais je ne suis pas à temps plein. Mais ça, c'est vraiment bien aussi. C'est qu'on peut y aller selon notre niveau de disponibilité. Là. Donc, je pense que peut-être que dans 15 ans, je pourrais en faire beaucoup d'heures par semaine. Là, j'ai tellement de projets en développement que je suis là à une certaine fréquence pour commencer à prendre de plus en plus d'expérience et à m'amuser. Mais je ne suis pas autant disponible que j'aimerais, mais ils le savaient en me prenant. Puis ça fait leur affaire parce qu'ils ont beaucoup de monde. Donc, ils sont contents de placer l'avenir aussi graduellement. Puis toutes tes implications, quand tu finis ta journée à Dr. Clown, tu rentres chez toi. Dans quel état d'esprit tu te retrouves? Bien, ce que j'aime, c'est d'être... c'est comme une belle opportunité d'être en contact directement avec des choses parfois tristes, parfois confrontantes, mais d'être protégé. On est vraiment moins sensible quand on a un rôle, quand on a une fonction. On est dans le moment présent. On ne devient pas dans « c'est tombé dramatique ». On fait vivre un beau moment. Mais on est quand même témoin de tout ça. Donc, les réflexions que ça nous porte, honnêtement, de s'inquiéter parce que... tel enfant a perdu sa boîte à lunch. Tu sais, comme il y a des soucis du quotidien, là, mettons tel de mes enfants, je veux dire, là, que là, après ta journée à Dr. Clown, tu fais, hey, voyons donc, comme on a toute la santé. Donc, j'aime ça d'avoir vraiment en face de moi des situations difficiles, puis de les rendre moins difficiles, d'apporter du beau, mais aussi... ça amène une prise de conscience, là, comme on va pas capoter avec nos problèmes. Ils sont tellement mineurs, nos problèmes, comparativement à beaucoup d'autres, là. Ça nous permet de relativiser. Oui. Beaucoup, hein? Oui, vraiment. Et d'aider tes proches à relativiser, eux autres aussi, là. Oui. C'est beau, ça. Fais une petite pause musicale. Ah, yeah. Une petite transition musicale. Et la deuxième partie de notre émission, notre concept, c'est le chapeau magique. Oh! Dans le chapeau, il y a plein de questions. C'est toi qui les piges, c'est toi qui les lis,
puis c'est toi qui y réponds. Mais toi, tu t'en vas? Je fais juste être l'arbitre. C'est moi qui décide de passer à une autre question ou pas. OK. Je te laisse aller, mais tu vas voir que c'est très ludique, c'est très fun. T'aimes ça t'amuser? Hein? Ben, mais ça. T'as un petit côté clown, alors on va clowner après la pause. Parfait. Toujours au micro de l'émission Porte-Parole sur Canal M. Ici Jean-Marie Lapointe. Je suis en compagnie de Lisanne Clown Boué. Clown Boué Richard, Lisanne Richard, notre plongeuse de haut vol, mais en même temps, une femme de cœur, une femme sensible qui s'implique, qui est généreuse de son temps et qui a une belle discipline de vie, bien une belle folie aussi. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tantôt. Ça me fait penser pas mal à mon discours. C'est que je travaille fucking pas. Moi, je travaille pas. C'est drôle parce qu'on a appris à se connaître dans les 2 dernières années, puis je me rends compte qu'on se ressemble beaucoup. Et ce à quoi tu dis oui, c'est toutes des choses qui enrichissent ton cœur, ton âme et qui contribuent au plaisir et au bonheur des autres. C'est ça un peu ce que tu fais, toi. Il y a vraiment le souhait de donner, il y a le souhait de partager, il y a comme le souhait d'embellir la vie des gens. Qui est vraiment présent. Puis toutes les choses que je fais, que ce soit des mandats professionnels ou bénévoles, ont cette même motivation-là. C'est la même intention? Oui. Faire du bien? Oui. Et nous, on va se faire du bien pour la prochaine demi-heure avec le chapeau magique. Et là, c'est toutes des questions, j'allais dire philosophiques, spirituelles, parfois cocasses, ludiques. Puis le fun là-dedans, c'est que c'est toi qui les piges. Ah, Tu piges yes! une question à la fois. OK. Puis là, tu t'amuses à la puis tu nous partages ça. C'est pas rapport avec les deux. Trop tard. Il était collé tous les deux, c'est pas pour rien. Ah, mon Dieu. OK. C'est quoi? Le bonheur, c'est quoi pour toi? Une bonne question. Mais je pense que le bonheur, il est vraiment dans l'échange. Là. Fait que ça revient à ma mission. Là. On dirait que tout ce que je fais, je souhaite que ce soit pour partager, pour embellir, pour... Le bonheur, c'est comme si le confort peut peut-être être dans quelque chose de plus solitaire, mais le bonheur, il est clairement dans le collectif, à mon avis. Le confort est plus égoïste, le bonheur est plus collectif. Oui, puis le bonheur est plus intense. Mais le bonheur est comme une constante quête, mais il est quand même déjà présent, mais c'est comme s'il y a toujours un potentiel. Je ne suis pas une insatisfaite du tout dans la vie. Là. Je suis satisfaite de plein d'affaires, mais je suis toujours en quête d'améliorer certains aspects de ma vie, certains aspects de la vie des gens, certains... Fait qu'il y a quelque chose de... Dans ma tête, il est en mouvement, le bonheur. Puis il dépend de nos... Ben c'est sûr que pour être dans le bonheur, il faut que nos besoins soient comblés. Fait qu'il dépend de nos besoins qui varient aussi en fonction de ce qu'on vit, des phases de notre vie et tout. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens qui disent que c'est pas juste la destination, c'est le chemin aussi, évidemment. Là, le bonheur, dans le fond, c'est comme... on souhaite que ça appartienne à tous. Ouais. Aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, c'est ça. C'est ça qui est triste. Mais... Il peut être présent par parcelle. Puis ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir au quotidien, on peut leur en donner des brides quand même. En tout cas, c'est un de mes souhaits, là. Pas pour rien que tu es avec Dr. Clown. Ça fait partie de la mission. Ça, c'est la deuxième question qui était collée à la première. Ah, tu venais, hein? Ben, j'y venais. C'est le chapeau qui a décidé. C'est le choix-peau. OK. Le choix-peau. Là, le choix-peau magique dans Harry Potter. C'est ça. Ouais. Exact. Okay. Toutes catégories confondues. Ton plus grand accomplissement. Oh boy. En tout cas, celui qui est
duquel dépend tout, c'est d'être venu au monde parce que moi, j'étais un bébé stérilet. Hein? Ah ouais! Ma mère, elle avait un stérilet, puis là, pouf, je sors avec le stérilet dans les mains. Ça n'a pas marché, votre affaire. Non, mais c'est drôle de dire ça. Ben, c'est drôle de savoir ça, moi, je trouve, parce que je suis convaincue d'être une vaillante. Mais j'avais ça là, dès le début, là, j'étais pas supposée d'être là. Mais tout a découlé par la suite. Ben c'est oui, ça que tu me dis. ben, je veux dire, une fois que j'ai été au monde, là, j'ai eu la chance de me construire puis de vivre des accomplissements, mais c'était déjà un accomplissement de venir au monde. Mais de toute façon, d'après tous les processus de naissance de mes enfants, chaque naissance est un accomplissement. Là. Le bébé, il travaille en tabarouette là, pour venir au monde. Là. C'est pas juste la maman qui travaille, là. C'est un travail d'équipe. Ton plus grand, ça serait être venu au monde malgré le stérilet et d'avoir mis au monde 3 beaux enfants. Oui, vraiment. C'est sûr que c'est sûr que c'est la plus grande responsabilité aussi. C'est la plus grande. Ça peut être une charge de stress. Ça va avec aussi une charge de culpabilité. Là. On l'entend souvent, là, dès que tu deviens maman, on dirait que tu as une culpabilité. C'est comme si mais ça va avec cette quête-là de tellement bien faire le plus grand rôle de notre vie. D'où la culpabilité. Peut-être, mais moi, j'arrive le fait que tu mets au monde un enfant qui va connaître aussi la maladie et la mort. On s'entend qu'il va vivre des épreuves. Oui. Et ça, tu le ressens dans ton cœur de maman. Là. Oui, puis on dirait qu'on veut jamais qu'il leur arrive rien, mais en même temps, s'il leur arrive rien, ils deviendront rien. Tu sais, je veux dire, on est qui on est de nos... Ils évolueront pas, tu sais. Mais... moi, je pourrais jamais connaître la joie de porter un enfant comme toi et de le mettre au monde, avec les douleurs qui viennent avec, les contractions, mais la joie. Et ça a l'air niaiseux comme question, mais imagine le gros projet d'un de tes plus grands plongeons. Prenons celui de Magog de l'été dernier. La première tentative n'a pas fonctionné à cause de Miss Météo. Hein? Elle n'était pas de notre bord. Mm-hmm. Tu l'as réussi la deuxième fois. Et il y a eu énormément de préparation. Mm-hmm. Alors, quand tu touches l'eau, là, puis tu as la sensation d'avoir vraiment fait le plongeon parfait, c'est quoi la sensation de ça versus celle de mettre au monde un enfant? Bien, déjà, on a un soulagement là, qui est présent dans les deux cas. Là. Moi, quand je touche l'eau puis que je fais ça à bien été, là, je vérifie, je me suis pas fait mal. Mais comme quand ton enfant vient au monde, c'est un peu le moment où tu as la confirmation qu'il est en pleine santé aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit avant, mais... fait qu'il y a un soulagement qui est commun dans les deux. Mais ce que je dirais, c'est que chacun de mes projets sont plus faciles à porter à bout de bras, mes projets sportifs, parce qu'ils ont une finalité. Puis moi, en tant qu'athlète, on dirait que j'ai pas de finalité. Là. Dans ma tête, je vais plonger encore à 100 ans, mais chacun de mes projets a une finalité, tandis que, je veux dire, mes enfants, même Luca, que sa majorité internationale est quand même encore mon enfant, puis j'ai pas fini de tout faire ce que je peux pour l'aider. Fait que c'est comme si... Ça, c'est un point commun qui est différent, puis ça va avec la charge de responsabilité aussi, qui est comme... C'est jamais accompli, là. C'est toute notre vie. On est maman toute notre vie. Ben oui. Fait que, mais on a la chance aussi d'être parents toute notre vie, dans le sens de... Tu sais, c'est une belle relation qui est vraiment continue, puis qui est... Mais je dirais que c'est une des raisons pour laquelle c'est plus difficile, c'est que c'est jamais abouti. Puis au niveau de l'éducation, là, après, ça change éventuellement avec l'âge adulte, puis tout ça, mais au niveau de l'éducation, tu finis par rattraper un rythme, puis faire « OK, c'est comme ça que ça marche, là. J'ai trouvé, quand je donne tel conseil ou correction, je dois m'y prendre comme ça. » Puis après, l'enfant évolue, puis dès que tu as trouvé ta recette, finalement, il faut que tu t'adaptes. Il y en a une nouvelle, puis... Technique n'est pas finie, là. Non, c'est ça. T'as une belle intériorité. C'est le fun de t'entendre comme ça. Ah, ben merci. On continue. C'est à ton tour. Non. Moi, j'anime. Non, allez, juste tu feras un balado à un moment donné. Ben, c'est sûr que tu serais mon premier invité. Ah, regarde, on a des témoins. Je te dis oui tout de suite. Parfait. OK. Ah, il est écrit « Pose cette question à Jean-Marie. » Non. Quelle est la chose pour laquelle... tu es le plus reconnaissant dans ta vie? Bien là, je tourne beaucoup autour des enfants, c'est vrai, hein, dans le fond, parce que... c'est le hasard, c'est comme ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis je dirais que justement, d'être maman, ça m'a permis de mieux faire le reste. Mais tu es reconnaissante parce que... Est-ce que tu as déjà imaginé une vie sans enfants, sans tes enfants? Par moment, là, mettons, quand j'étais artiste de cirque, puis là, je trouvais ça dur. Des fois, je trouvais comme ça dur ma situation, puis là, je me disais, tu sais, le monde qui travaille avec moi, eux autres, ils n'ont pas à se lever demain matin pour faire l'école. Il y a certains moments où je pouvais avoir un peu, mettons, de la jalousie ou quelque chose, mais
j'ai plus ce sentiment-là. Là. Tu sais, vraiment, on évolue dans le temps. Là. Au début, j'étais plus jeune. Mais... ou même lorsque j'étais en compétition, il y a des moments où je me disais, c'est pas de la jalousie, mais ça serait donc bien plus facile. Les seuls moments où je pouvais imaginer ma vie sans enfant, c'était en me disant, ça serait plus facile. Comme par exemple, sur le circuit de compétition, mes rivales, moi, je revenais là, en tchac. Là. Des fois, là, j'étais 2 jours à Montréal, là, je faisais des lunchs, je faisais du lavage, puis je repartais. Tandis que, puis je revenais, puis j'étais super jet lag, tu sais, 2 compés en Europe de suite, par exemple, puis mes rivales, eux autres, changeaient de ville, puis allaient se reposer, puis attendaient au prochain spot. Fait que là, moi, j'arrivais, j'étais brûlée bien raide à la 2e compé, puis là, je me disais, ça serait donc bien plus facile. Mais en même temps, je veux dire, c'était juste des petites pensées, mais j'aurais jamais souhaité que ce soit plus facile. Et anyway, moi, je suis une fille qui aime ça, le difficile aussi. T'aimes les défis. Ouais. Puis quelque part... D'avoir des enfants, ça te ramène à un quotidien et une réalité qui te fait décrocher de ton sport de haut risque et de haut vol. Mm-hmm. Mais en même temps, quand tu reviens faire du haut vol, ça te permet de décrocher de ta vie de maman. Complètement. Les deux te rendent heureuse. Ah, vraiment, complètement. Les deux me rendent heureuse. Puis je suis chanceuse. Je considère que je suis chanceuse d'avoir une carrière qui est complètement à part aussi, justement, de... Je décroche vraiment. Là. Moi, quand je suis dans les airs, là, c'est le moment présent le plus pur. Là. Il n'y a rien d'autre. Puis même si je suis bonne là-dedans quand même, j'ai fait beaucoup de méditation, puis c'est le genre de choses qui m'interpellent. Dans rien d'autre dans ma vie, à part dans mes 3 secondes de vol, je suis autant dans le moment présent. Même quand je joue avec mes enfants, malgré moi, ça va popper, je vais penser à tel engagement de carrière ou lorsque je travaille sur quelque chose qui est de plus longue haleine, mais le haut vol, c'est tellement court, c'est 3 secondes, c'est de l'intensité, puis c'est juste ça. Puis ça, c'est comme un reset pour tout le reste de ma vie. Là. Mais je me souviens plus du nom de la gymnaste américaine qui a perdu un petit peu ses repères dans ses... Simone Biles. Biles, ouais, c'est ça. Mais elle, cette fille-là, Simone Biles, je pense, elle a perdu ses repères. Il y a comme une espèce de vertige qui est inhérent à la carrière d'un ou d'une gymnaste. Ça peut arriver. Toi, ça t'est jamais arrivé, ça, cette espèce de perte de ta présence dans l'espace et de ton corps dans l'espace? Bien, ça, c'est la plus grande peur de tous les athlètes en sport acrobatique. Là. On a cette peur-là en trampoline, les artistes de cirque l'ont, les plongeurs l'ont, les gymnastes, justement. Mais ski acrobatique aussi, eux autres, c'est fou. Ils sont presque à la même hauteur que moi, puis ils ont des skis dans les pieds, puis leur atterrissage, il est sur la neige, il n'est pas dans de l'eau. En fait, il y a une façon de voir ces signes-là. Moi, ça m'est déjà arrivé de me perdre dans les airs. Dans certains mouvements. Là, entre autres, je m'étais perforé le tympan il y a 1 an et demi, puis c'est parce que je m'étais perdue dans les airs. Mais on a réussi à rapidement réparer ça de par une analyse. On a eu la chance aussi que le plongeon était filmé, donc on a vraiment pu analyser qu'est-ce qui s'est passé. C'est la position de ma tête, j'ai perdu mon repère visuel, de vraiment enlever l'émotivité de l'événement puis le décortiquer. Ouais. C'est quelque chose qui peut arriver, mais il y a quand même des moyens de prévenir. Mais je dirais que dans la surcharge d'entraînement, tu as beaucoup plus de risques. Ça arrive. Que ça arrive. Je vais faire une comparaison bancale. Je suis musicien de formation, puis quand tu joues une pièce par cœur, il m'est déjà arrivé d'avoir eu un blanc, alors que ça fait des centaines et des centaines de fois que je répète le même morceau, et tout d'un coup, pouf, il y a un blanc. C'est-tu quelque chose qui peut être similaire, tu penses, dans le cerveau? Cette espèce de blanc-là qui est temporaire, mais qui est drôlement plus dangereux que devant une partition de musique. Là, toi, si tu as un blanc, toi, tout l'enchaînement de ta chorégraphie, il faut que ça soit au quart de tour, au 1 centième près. Là. C'est ça. Mais je pense qu'il y a sûrement un parallèle à faire. Ça doit être une certaine... Je connais pas assez l'anatomie et le fonctionnement du cerveau, mais ça doit être lié à ça. Mais vraiment, c'est aussi de proche lié à la santé mentale. C'est que là, on n'a plus accès à tous les volets de notre cerveau, fait que ça dénonce une surcharge. C'est ce qui est arrivé avec Simone. Là, elle, par après, elle a vraiment pris une belle pause, puis elle a fait un super retour. Un méchant retour. Puis c'est sa pause, à mon avis, c'est sa pause, puis cet incident-là malheureux, puis le fait qu'elle n'a pas eu le choix de faire c'est trop, qui prolonge sa durée de vie dans sa carrière. Puis il s'est passé un peu la même chose avec moi, avec ma pause imposée en 2017. Dans le fond, si j'avais pas eu cette blessure-là, peut-être que j'aurais fini par faire « OK, j'en ai fait assez » puis passer à autre chose, mais ça a juste comme construit ma soif puis le fait que je m'en ennuyais. Puis
ça m'a organisée d'une meilleure façon pour la suite. Puis je sens que c'est ce qu'elle a fait, cette athlète-là. Ou encore, tu as peut-être évité un accident plus grave qui t'aurait pu vraiment te clouer au lit pour le restant de tes jours. C'est Parce que ça arrive, là, il y a des facteurs de risque. Donc, la Vraiment. fatigue et probablement aussi l'accumulation de surentraînement auront peut-être contribué. Mais là, je sais que je dérape. Il faut retourner à notre Encore? chapeau magique. Au lieu Allez, de- Dr. Boué. Retournons à nos moutons. Oui, Dr. Dr. Boué, pige. OK. Oh, c'est plus long. Vas-y. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps et pourquoi ne l'as-tu pas réalisé? Ça, là, j'ai souvent cette réflexion-là. Je suis chanceuse parce que mes rêves, je les accomplis. Comme enfant, j'ai eu le rêve de travailler au Cirque du Soleil. Je suis devenue personnage principal au Cirque du Soleil. Après, j'ai eu le rêve de faire du haut-vol. Je suis devenue championne du monde. C'était quoi ton personnage principal au cirque? En fait, ça dépend des contrats, mais j'ai fait plusieurs contrats avec le cirque. Mais entre autres, on était des personnages blancs là, qui s'appelaient les Movers, puis on était le noyau central là, du spectacle. OK. Là. Fait que, mais sinon, j'étais clown aussi au cirque Ben sur oui. le spectacle Zaya. Là, on était deux personnages principaux. Puis l'autre chose que tu as dit en deuxième, un de tes rêves, c'était de faire... C'était de devenir plongeuse de haut vol, puis je suis devenue championne du monde dans ce sport-là. Donc, c'est comme si mes rêves, moi, je les vois jamais comme des rêves, je les vois comme des projets. Dès que je veux faire quelque chose, OK. tout de suite s'installe le OK, comment on fait pour y arriver, puis hop, ça devient un projet. Puis là, quand c'est un projet, ben c'est accessible. Parce que lorsqu'on appelle ça un rêve, c'est comme si c'était inaccessible. Ou je le sais pas. Mais tu sais, il y a une stratégie là, que ton rêve devienne un projet, puis ça devient Ben oui. possible. Mais moi, ça reste pas à l'étape rêve longtemps. Ça devient un projet. Mais ce serait quoi le prochain? Ben, mettons par rapport à mon sport, on a plusieurs records mondiaux, mais on n'a pas eu la chance d'avoir les juges de Guinness sur place parce que c'était pendant la pandémie. Fait que j'ai fait plusieurs exploits qui seraient dans le livre des Guinness, puis dont on a fait le protocole, puis finalement, il y a eu comme un problème par rapport à la pandémie, puis la solution, c'est de le refaire en invitant des juges. Des juges de Guinness sur place. Là. Donc, c'est sûr que ça, mais je te qualifierais ça comme un prochain projet. Tu sais. OK. Mais fait que j'ai bien hâte d'être dans ce livre-là. Parce qu'on sait qu'on détient les records, mais on n'est juste pas officiellement dans le livre. Puis, il y a eu ça a été long, là, puis on n'a jamais eu la réponse, là, mais là, j'ai bien compris qu'elle n'arrivera pas. Là, il y a eu comme une phase qui a été échappée durant la pandémie par rapport à ça, je pense. Fait que là, au lieu de me dire que j'attends que ce soit approuvé, je vais recommencer, mais on va tout organiser pour que ça le soit. On s'essuie puis on recommence. C'est ça. Go. Next. OK. Yes. C'est fun. Qu'est-ce que t'as pigé? Oh, si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une qualité, un talent ou un don, ça serait quoi? Ah. C'est le fun, ta question-là. Je pense Mais qu'on ne l'a ça. jamais posée. Hey, il y en a peut-être une centaine là-dedans. donc Ouais! Ça serait quoi? Une qualité, un talent, un don, ça serait quoi? Eh boy. Ben, il y a tellement de choses importantes. Déjà, si on pouvait avoir un don pour trouver des solutions aux guerres, tu sais, puis à la santé, puis c'est sûr qu'il y a tout ça, là. Mais sinon, dans les choses farfelues, moi, depuis que je suis jeune, je rêve tout le temps que je respire dans l'eau et que je vole. Mais je rêve à ça, genre, quand je dors. Je le sais. Ouais, fait que ça serait cool. C'est drôle. Imagine, on irait, là, il fait un peu froid aujourd'hui pour voler, mais on s'habillerait bien et on partirait. Oh, wow. Mais de respirer sous l'eau, je fais ça moi aussi. Ouais. Depuis que je suis tout petit. Ouais, je rêve d'être Spider-Man. Oui. D'être un super-héros. Ah, c'est le fun. Continue. Il reste encore combien de temps, Mathieu? Il nous reste 10 minutes. Parfait. Go. Qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi? Oh, que c'est beau. Ouais. L'amour. L'amour? Oui, mais moi, je pense que je suis pleine d'amour. C'est juste, je suis généreuse, là, je pense. Là. J'aime aimer, mais la santé quand même, là, par rapport à des choses que je suis confrontée à voir récemment. C'est pas en toi, mais tu prends conscience que tu as une bonne santé, donc ça te rend heureuse, tu as de la gratitude. Mais en toi, là, si tu avais à faire une biopsie de ton âme, ta première réponse était l'amour. Mais je pense que oui, je pense que je suis pleine d'amour. Puis je suis comme en quête de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Je sais pas, là, je crois en ça, là. C'est beau. Chapeau. On aime. OK. Voilà. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, c'est le même que tantôt. Comment ça? Non, tantôt, c'est pas tout à fait ça. T'as un peu.
OK, mais là, c'était un talent, un don. Mais là, ça serait quoi ton super pouvoir, là? De tous les super-héros que tu as pu imaginer, tout ce que tu as pu voir dans l'univers Marvel? Voler. Parce que c'est ma quête aussi, là, dans le fond. Là. C'est comme tu le fais déjà un peu. C'est ce que j'essaie, oui. OK, c'est bon. OK. Hop. Oh, ça va être une longue. Ta maison passe au feu avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux, si tu en as, tu as le temps de récupérer une seule chose, c'est quoi? Je pense que c'est mon ordi. Parce que je suis attachée à ma carrière, puis tout y est, là, tu sais, de perdre ordi ou téléphone, là, ça serait comme... Mais ça serait ordi, je pense. Ton ordi? Oui, parce que toute mon organisation y est. Je suis attachée aux planifications, puis au futur, puis aux projets, puis tout ça, c'est là-dedans. J'aurais dit ça, moi aussi, avant que je découvre le iCloud. Ouais. Le nuagique. Et ça, s'il fallait que je me fasse voler mon téléphone ou mon ordi, je suis sauvé par le iCloud. Ouais. Donc, ça serait quoi, tu sais? Mettons que... Que c'était pas le téléphone ou l'ordi? Ouais, mettons, ouais, parce que là, on a les moyens techno qui peuvent nous protéger du contenu de ces appareils qui sont toute notre vie. Ouais. Ça serait quoi que tu irais chercher en dedans? À part tes enfants, puis ouais, ça serait peut-être quelque chose lié à mes enfants. On dirait que j'aurais tendance à... Mais il faudrait que je sache ça serait quoi eux autres. Puis là, ça serait l'affaire la plus facile à attraper. Ton rôle de maman, il revient, hein? Ouais. T'es encore lié avec l'amour. T'es cohérent, je trouve. T'es pas trop dans le champ gauche. Non, plein en tête. On y pense pas, mais c'est écrit à la main. Oui. Un petit changement. Il y a plus d'amour dans celui-là. Ça se peut. Quelle est la plus belle phrase que tu as entendue de toute ta vie? Oh. On dirait que j'ai pas une bonne mémoire pour ce genre d'affaires-là. Ça me fait souvent, j'entends, je vois des choses, je fais c'est beau, puis ça passe. Caroline. Pense peut-être à... Encore là, tes enfants, ton conjoint. Ouais. C'est quelque chose qu'ils t'ont dit. Ou même dans ton travail, tu as entendu quelque chose qu'on t'a dit à toi, qui te concernait toi, qui t'a vraiment fait vibrer. Mais il y a quelque chose qui revient, là, qui est drôle. Là. C'est mon plus vieux, quand il était jeune, il m'a dit, toi, maman, t'es pas intelligente, t'es intellisante. Mais ça, là, mes autres enfants le disent, puis ils trouvent ça. Puis j'aime ça parce que je me fais comme une interprétation de ça, on est tous intelligents, mais on a une forme d'intelligence chacun qui est développé d'une certaine façon. Puis c'est vrai que je suis bien plus intelligente qu'intelligente. Tu sais, c'est comme si ça englobe toute ma sensibilité, mon besoin d'amour, je sais pas. Là, fait que ça, je trouve ça cute parce que il y a de l'authenticité là-dedans. Ben oui. Puis c'est comme si c'était au-delà d'une blague. C'était comme moi, c'est comme ça que je te perçois. C'est comme s'il y avait comme une... Mais c'est cute. Trouver quelque chose. C'est comme si ton grand avait reconnu ta forme d'intelligence. C'est ça. Intelligente. Ouais. C'est cute. Next. Que dirais-tu à la jeune version de toi-même de 8 ans? Ben, je dirais, ça va être une belle ride. Let's go. J'essaierais pas de l'éduquer. Elle s'est éduquée elle-même, ma Lisanne de 8 ans. C'était comme, enjoy. Continue, t'es bien partie. Oui, puis j'étais bien partie. J'étais déjà une tête de cochon, puis moi, j'étais difficile par moments aussi dans ma vie. Tellement j'avais une tête de cochon, mais ça s'est transformé en détermination maintenant qui est mieux gérée puis tout ça. Mais tu sais, je referais pas... Il y a comme rien que je me dis « Ah, j'ai trop perdu de temps à pas... comme je trouve que ça a bien été, là. Puis les moments qui ont été difficiles, ils étaient importants. Puis les apprentissages qui sont sortis de ça, ils étaient importants puis sont plus forts que la difficulté vécue. Fait que... Mais t'as une belle joie de vivre, puis ça veut pas dire que t'as pas eu d'embûches, puis t'as pas eu de défis, puis t'as pas eu de problème, mais tu dégages une légèreté, une joie de vivre, à la fois un côté très sérieux, très discipliné, puis en même temps, là, t'as du soleil dans tes yeux, t'as un sourire, dis hey, c'est le fun, la vie, on s'amuse, là. T'as vraiment un côté Dr. Clown en toi, là. Il est vraiment là. Ben, je pense que oui, mais c'est ça. Je pense que de m'être trouvée en tant qu'artiste tôt dans la vie, là, parce que, tu sais, moi... Dans le fond, j'avais fait du plongeon enfant, puis ensuite, j'ai fait de l'impro, le secondaire 4-5, je tripais sur l'impro, puis là, ensuite, j'étais allée étudier à l'École nationale de cirque, tu sais, donc à 17 ans. Bien, d'avoir trouvé que j'étais une artiste, on dirait que... Oui, mais tu t'es trouvé vite. Oui. Tu t'es trouvé dans ton rôle de maman vite à 19 ans. Tu t'es trouvé vite comme artiste, comme athlète,
Et tu fais juste te servir de ces beaux tremplins-là pour te propulser davantage à 40, 41? 42. 42, c'est quand même fabuleux. Là. Il y a des gens qui se trouvent plus tard, puis c'est merveilleux. Ils ont juste du turbo encore plus dans leur pratique. Mais toi, ça fait un bout là, que t'es le lapin énergiseur. Là. Oui, mais je suis chanceuse parce que c'est varié. Exact. Comme dans le fond, là, je me trouve dans de nouveaux domaines. J'ai de plus en plus de mandats dans les médias, mes conférences. Donc, les communications, ça vient d'arriver un petit peu plus, mais ça m'intéressait déjà enfant. C'est juste que j'avais choisi d'aller en cirque avant. C'est pas un gros détour. Dernière question. Okay. Dernière question. Mais c'est ça. Fait que de m'être trouvée sur différents volets, ça me plaît parce que je continue de me chercher puis de chercher à m'améliorer, mais je sais quand même qui je suis. Tu vas continuer à te trouver. Je continue de me chercher, mais je me suis déjà trouvée. C'est juste que je veux trouver d'autres choses. Bravo. Quelle a été la plus grande surprise de ta vie? Eh boy! T'as fait travailler, hein? Ouais! Good. Je sais pas. Je sais pas parce qu'on dirait que je sais des affaires. C'est bizarre de dire ça, là. Mais je veux dire, moi, j'ai un bon instinct. Okay. Comme je peux pas te dire, c'est une surprise d'avoir réussi tel objectif. C'est comme quand je décide que c'est mon objectif, parce que je le sais. Ça sera pas une surprise. Non. Okay. Je suis très rarement surprise. Mais j'aime ça, surprendre, puis je suis toujours dans l'appréciation, mais il va pas m'arriver quelque chose que je vais faire, oh mon Dieu, je m'en attendais pas, je suis vraiment surprise. Je l'ai provoqué, fait que je m'en attends. Bonne réponse. C'est bien correct. OK, mais ma dernière question, c'est... Je vais dire ton nom, c'est... Regarde, Lisanne Richard, c'est 3 petits points. Comment tu le complètes? L'amour. Non, non, je ne sais pas. C'est moi. Lisanne Richard, c'est l'amour. C'est moi, c'est... Je te donne une dernière réponse. C'est quoi? Tout ça. Lisanne Richard, c'est tout ça. Ouais. Ben, ce fut... une Moses de belle heure passée avec toi. Oui. Puis j'ai déjà hâte de te retrouver dans ton rôle de porte-parole au défi sportif Altergo. Oui. On a déjà une belle complicité, mais elle est davantage nourrie de par ta générosité à répondre, à te dévoiler. Alors, je te trouve magnifique. C'est beau de te voir évoluer. Puis je sais que c'est pas fini. Merci. Je serais surpris si c'était fini. Alors, c'était Lisanne Richard, mon invité aujourd'hui à l'émission Porte-Parole. La musique que vous entendez, une composition de DJM. L'idée originale, c'est Marie-Philippe Lemarbre et moi-même. Philippe Lapointe, à qui je dis merci, c'est notre directeur à la radio ici, Canal-M. Je dis merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Merci à Mathieu Tessier, notre metteur en ondes. À la recherche et à la coordination, Aya Jennifer Ando et Gerly Ormelet aux réseaux sociaux. Merci à toute ma belle équipe et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.